Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Chesilorio Massarini, Soutiena Regina Forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. J'espère que vous allez bien. Nous allons explorer ce soir le dossier OVNI en parcourant une bonne partie de notre planète. Des invités depuis la Belgique et le Québec vont nous rejoindre ainsi qu'un spécialiste français. Christian Page, le Québécois, sera tout à l'heure avec nous en direct depuis Montréal. Il est journaliste et il a réalisé pas mal de documentaires sur les phénomènes OVNI. Ensuite, par ordre de distance par rapport à nous, Patrick Ferrin sera également avec nous. Bonsoir. Patrick Ferrin, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien, je vous remercie. Alors, vous êtes cofondateur de la SOBEPS, un organisme belge, c'est la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Et avec vous, nous évoquerons les observations durant la fameuse vague dite belge de 1989 à 1991. Je vous ai demandé, lors de la préparation de cette émission, de nous préparer 2 cas que vous trouvez très représentatifs justement de cette vague belge. Nous verrons cela ensemble donc tout à l'heure. À vos côtés au téléphone, l'invité français Gilles Munch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, dans les Vosges, assez loin de notre grand sud-ouest. Vous êtes membre de l'association Comité Nord-Est du groupement ufologique et cofondateur de l'association SO. Un petit mot sur l'association SO qui est une association dont vous êtes le cofondateur et qui préserve les archives concernant les OVNI. Hein. Voilà, tout à fait. C'est une association d'envergure nationale. Dont l'objectif principal est de sauvegarder les archives ufologiques de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent et ce qui va continuer à se faire dans le domaine ufologique, dans la mesure du possible, avec 2 objectifs. D'une part, faire gagner du temps à tous ceux qui débutent en ufologie en leur permettant d'accéder rapidement à de nombreuses données, pour éviter de passer 10 ans de leur vie à refaire une documentation. Ce serait pas mal, oui. Ouais. Et ensuite, surtout, pour permettre à tous les chercheurs de présent et futurs de disposer d'une documentation de qualité et particulièrement bien sauvegardée, puisque l'association travaille en contrat avec les archives nationales et départementales. Très bien. Vous allez donc chacun à tour de rôle nous faire découvrir des cas d'observation que vous trouvez très intéressants et nous en parlerons ensemble évidemment avec vous qui nous écoutez. Vous avez 2 possibilités pour intervenir dans cette émission, vous le savez. Karine est au standard, elle attend vos observations, vos témoignages. Si vous avez vu quelque chose d'étrange dans le ciel, vous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Tous ces éminents ufologues sont avec nous, avec vous ce soir pour répondre à vos questions et analyser ce que vous avez vu, vous donner des débuts de réponse bien entendu. Et vous pouvez également intervenir par SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre réaction, votre question au 71 200. Alors nous allons commencer par la Belgique en espérant que Christian Page du Québec nous rejoigne le plus tôt possible dès que nous aurons réussi à établir la communication avec lui. Alors Patrick Ferrin, nous allons commencer avec vous et parler de la SOBEPS. Quelques mots quand même sur cet organisme très connu dans le monde ufologique.
Eh bien, il s'agit d'une association que nous appelons en Belgique sans but lucratif, ce qui correspond pour la France à une association loi 1901. Oui, tout à fait. C'est une association que nous avons créée au départ à 2, et puis d'autres personnes nous ont rejoints très rapidement. Et donc, c'était au départ, ça nous reporte à l'année 1971. Ah oui, quand même. Ah oui, voilà. Oui. Et donc, ça a été créé par mon ami Lucien Clairbaud, qui est l'actuel directeur général, si vous voulez, le secrétaire général de l'association. Oui. Alors, parlons maintenant de cette célèbre vague belge, c'est comme ça qu'on l'a nommée, qui s'est déroulée de 1989 à 1991. Rien que l'intitulé pose question, vague belge, ce qui veut dire pléthore d'observations d'OVNI dans le ciel belge. Oui, effectivement, je pense que c'est un fait unique au monde, ce qui s'est passé là chez nous. Et en fait, donc, ça s'est déroulé pendant la vague belge, qu'on appelle la vague belge, s'est étalée sur environ 18 mois au total. Oui. C'est apparu relativement brusquement et ça a disparu tout aussi brusquement. Est-ce que vous pouvez nous donner, je ne sais pas, un chiffre pour qu'on ait une idée du nombre d'observations, par exemple, qui ont été réalisées pendant ces 18 mois ? Nous ne savons pas exactement. On a lancé beaucoup de chiffres. On a parlé de milliers de cas. Ah oui, quand même. Oui, certainement. Oui. Bon, à un moment donné, nous avons pu déterminer, mais c'est approximatif, que quelque chose comme certainement 8000 personnes avaient dû être témoins. Oui. Il est clair que nous n'avons pas pu interroger tout le monde. Nous n'avons pu interroger qu'un nombre finalement assez réduit d'observateurs. Oui. Nous n'avons pas les moyens. Nous ne sommes pas un organisme officiel, pas du tout. Donc nous n'avions pas les moyens de nous rendre partout. Oui. Nous n'étions pas suffisamment nombreux, nous n'étions pas très outillés, même pas du tout. Il faut songer qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'est vrai. Pas d'ordinateur. Enfin oui, il y avait des ordinateurs, mais nous n'en possédions évidemment pas. Ça n'était pas du tout répandu comme maintenant. Ça a l'air de remonter au déluge, mais le téléphone portable aurait pu rendre de très très grands services. Il y avait très très peu de personnes qui possédaient des caméscopes même à ce moment-là. Ah oui, bien sûr. Oui. Et encore moins d'appareils photo numériques et autre chose. Évidemment. On ne parlait pas d'appareils photo numériques. Complètement. C'était de l'ordre de la science-fiction. Oui, complètement. Voilà. Mais vous me demandez le nombre de témoins. Je peux vous dire que nous avons un chiffre très exact. Nous avons dans nos dossiers, ce sont des grands classeurs, format A4, etc., qui contiennent chacun. La vague belge est répertoriée là-dedans, c'est classé. Nous avons, je crois, 16 de ces grands classeurs qui contiennent chacun entre 40 et 50 cas. Et nous avons un de nos collaborateurs qui s'appelle Franck Boite a fait vraiment un travail là-dessus. Et il a découvert, nous ne savions même pas nous-mêmes, 657 rapports d'enquête, si vous voulez. Oui, ce qui est quand même énorme. Ça représente évidemment, il y a des cas qui peuvent englober un grand nombre de témoins. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas eu, je veux dire, cette vague belge a été sans précédent sur notre planète. Il n'y a pas eu d'autres lieux au monde où il y a eu autant d'observateurs en si peu de temps. Mais il y a eu précédemment, il y a eu une vague qui présente des caractéristiques très semblables dans la vallée de l'Hudson. C'était quelques années auparavant. Donc aux États-Unis, sur la côte est. Et là, il y a eu quand même un assez grand nombre de témoins en peu de temps également, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui sont très semblables. Pour nous, il y a vraiment des similitudes. Là, on a pu comparer certains cas, certaines observations très précises, et il s'agit pratiquement d'une duplication de même phénomène. Oui. Alors, je vous ai demandé donc lors de la préparation de cette émission de nous présenter 2 cas que vous estimez être représentatifs justement de cette vague belge. Commençons par le premier, si vous le voulez bien. Quel est-il ? Écoutez, quand vous m'avez demandé de parler de 2 cas, j'ai un peu hésité parce que il y a 2 cas dont on a énormément parlé dans le monde. Il s'agit d'une part d'une soirée un peu exceptionnelle au cours de laquelle la force aérienne belge a envoyé des avions F-16 pour poursuivre
un phénomène non identifié. Ouais. Il y a eu des éco-radars. La force aérienne nous a confié la bande d'éco-radars, ce qui était une grande première mondiale. Oui. Et tout ça a fait l'objet d'examens très très longs. Donc un cas intéressant, bien documenté. C'est un cas qui est bien documenté et dont vraiment on a parlé dans le monde entier. Alors moi je vous en parlerai pas parce que à notre avis il n'est pas du tout représentatif de la vague belge. En fait, et après les analyses, mais il a fallu longtemps. On estime maintenant qu'on doit se ranger à l'hypothèse qu'il s'agit d'éco-radars fantômes, si vous voulez, dus à des inversions de température. Bon, il y a quand même un phénomène un peu curieux là-dedans, mais on devrait rentrer un peu trop dans les détails. Oui. Il y a un deuxième cas dont on a énormément parlé dans le monde aussi, parce que il comporte une photographie. Ça concerne une photographie qui a été prise par un jeune homme à l'époque dans une petite commune de l'entité de Verviers, pas très loin de Liège. Et c'était réalisé dans la petite commune de Petit-Rechin. Et le document photographique est connu sous le nom de photographie de Petit-Rechin, qui montre un objet triangulaire muni de grands phares, si vous voulez, de grandes zones de lumière au sommet et d'une zone rougeâtre au centre. Et cette photo a une particularité, c'est qu'on voit très bien les côtés du triangle. Bon, cette photo est spéciale aussi parce que elle a fait l'objet d'analyses assez fouillées par des experts reconnus en photographie digitale, dont l'école royale militaire et un professeur français, un physicien français qui est le professeur André Marion, qui travaillait à l'époque à l'Institut d'optique de la Cité d'Orsay. Mais je ne vous en parlerai pas, parce que, encore une fois, c'est une particularité, bien sûr, mais je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça à dire sur la vague belge. Oui. Alors, le cas dont j'ai choisi de parler, c'est plutôt une soirée. Et c'est la soirée emblématique, si vous voulez, du début de la vague, le début officiel, parce qu'on sait maintenant qu'il y a eu des observations enregistrées avant, mais la vague belge démarre officiellement le 29 novembre 89. Oui. Et ce qu'on sait, elle comporte, nous avons en tout cas répertorié 125 cas dans cette journée-là, au cours de cette journée-là. Et ça comporte pas mal de dizaines de témoins, dont des gendarmes, 14 gendarmes, et plusieurs militaires, les autres témoins étant des civils. Cette journée est vraiment particulière parce que elle comporte en fait tous les ingrédients, tous les éléments qui constituent, disons, les facteurs d'étrangeté de la vague belge et qui ne feront que se reproduire, que se dupliquer par la suite. Oui. Alors, en fait, cette journée du 29 novembre débute par des observations diurnes. Ce dont on parle assez peu. Oui, c'est vrai. Ça a commencé, si je me souviens bien, vers 10h30 du matin, et ça s'est poursuivi tout au long de la journée, pour arriver, disons, à l'événement dont on a le plus parlé dans les médias, c'est-à-dire l'observation faite par, différentes observations faites par différentes patrouilles et groupes de gendarmes. Oui, donc des gens assermentés et habitués ou formés à l'observation, du moins. Des gens assermentés et habitués à l'observation, oui, mais certainement pas à l'observation de l'OVNI, bien entendu. Tout à fait, oui. Bien entendu, si ce n'est que nous sommes dans une région en Belgique, il y a un trafic aérien qui est vraiment très très intense. Il y a des couloirs aériens qui sont terriblement fréquentés, et particulièrement dans cette zone où ont eu lieu ces observations du 29 novembre, c'est-à-dire dans la région d'Eupen, Verviers, dans ce coin-là. Ce qui est c'est véritablement une zone assez restreinte, et en tout cas à ma connaissance, je crois que c'est la première fois qu'on a constaté appelons ça une densité spatio-temporelle d'observation d'OVNI aussi importante. Donc les gendarmes, bien sûr, mais ils sont habitués à voir des avions et à voir des hélicoptères. Ils sont habitués par leur mission, par leur déplacement, par le métier. Ils sont habitués ils connaissent tous ces objets, disons, qui sont parfaitement identifiés. Oui. Et ce sont des gendarmes qui, pour la plupart, à ce moment-là, accomplissaient une mission
nocturne, bien sûr, ils étaient ils vérifiaient des automobiles qui circulaient parce que on n'est pas très loin de la frontière. On est tout près de la frontière allemande. On n'est pas très loin de la frontière avec la Hollande. Et ils avaient pour mission de vérifier et de surveiller, en particulier des trafiquants de drogue à l'époque. D'accord. Donc ce sont des gens qui sont dehors et qui ont quand même une grande habitude de tout ce qui peut se passer pendant la nuit, bien entendu. Et alors là, ils ont été extrêmement surpris, bien sûr, et disons que c'est leur observation à tous ces gendarmes qui a sensibilisé la presse, et ça a été le début d'une très grande campagne de médiatisation. Alors, ils ont vu quoi exactement, et ça s'est passé comment ? Alors, donc, nous parlons ici de plusieurs groupes de gendarmes, bien entendu. Alors, il y a un groupe une patrouille de 2 gendarmes qui a observé un ovni qui est véritablement devenu l'ovni type de la vague belge, c'est-à-dire ce qu'on décrit comme une grande structure triangulaire avec 2 coins cassés. Munis de grandes zones circulaires aux extrémités qui sont plutôt blanches, les zones circulaires, qui éclairent vers le bas, très puissamment, et de ce qu'on a appelé un gyrophare central qui est plutôt rougeâtre. D'accord. Alors, ça a des caractéristiques tout à fait particulières parce que ça se déplace à une vitesse extrêmement lente. Ça peut s'arrêter, ça peut effectuer, d'après des gendarmes et d'autres témoins, et beaucoup d'autres par la suite dans les semaines et les mois qui ont suivi, ça peut effectuer des tournants quasiment à angle droit. Ça peut tout à coup partir à très grande vitesse, et ça ne fait, dans la plupart des cas, aucun bruit, ce qui est rien, silencieux complet, d'accord. Pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui décrivent très précisément, et j'insiste, ce sont des témoignages faits par des gens qui affirment avoir vu ce phénomène, cette structure, à une distance relativement faible. On parle ici de quelques centaines de mètres, parfois un peu moins. D'accord. Et il y a dans certains cas des éléments de comparaison dans le paysage qui nous permettent d'affirmer que oui, effectivement, l'objet était bien entre les observateurs et un rideau d'arbres, par exemple, qui était plus loin. Donc ils étaient, dans ces cas-là, à même de fournir des indications quand même très précieuses quant à la dimension apparente de ce qu'ils ont observé et quant à l'éloignement. D'accord. Et ça volait haut, assez bas, en rase-motte, enfin, vous voyez, par rapport... Alors, dans certains cas, les observations dont nous tenons compte, et sur lesquelles nous avons beaucoup insisté, et qui figurent dans 2 volumes que nous avons publiés, qui ont chacun 500 pages, et qui reprennent les cas les plus importants de cette vague belge, nous insistons surtout sur des observations faites à relativement basse altitude. Je ne parle pas ici de phénomènes lumineux qui évoluent dans le ciel à plusieurs milliers de mètres ou davantage. Nous parlons de choses quand même relativement rapprochées. Donc, encore une fois, quelques centaines de mètres, parfois moins dans certains cas. Alors, dans certains cas aussi, un bruit a été entendu. Donc ce n'était pas à chaque fois complètement silencieux. Ça a frappé énormément de gens par le silence complet du déplacement, et c'était, paraît-il, extrêmement impressionnant par rapport justement à la masse qu'ils pouvaient observer. Cette absence de silence les a véritablement parfois inquiétés, mais dans la plupart des cas complètement intéressés. Ah oui, j'imagine. Ces gens ne savaient absolument pas à quoi penser, puisqu'ils connaissent très bien les déplacements d'avions, d'hélicoptères, etc., qui sont terriblement bruyants. Ici, c'était tout à fait l'inverse. Donc, dans la plupart des cas, aucun bruit. Et lorsque un bruit était entendu, eh bien, on nous a souvent décrit une sorte de murmure, un ronronnement très faible, s'apparentant
à un bruit de rotor ou à un bruit de machinerie électrique, ou on fait les thèmes de lessiveuse, un petit peu tout, un murmure, plutôt D'accord. qu'autre chose. Oui. Et il y a quelques cas tout à fait atypiques, mais très peu nombreux, peut-être 3, 4 ou 5, ou pour lesquels les témoins parlent à un certain moment de l'observation d'un phénomène très silencieux. À un moment donné, survient un bruit extrêmement puissant. Oui. Comme la mise en route d'une machine, quoi, en quelque sorte, d'un processus, en tout cas, l'enclenchement d'un processus. Oui, mais à la différence près qu'il n'observe rien de particulier à ce moment-là. D'accord, ok. Pas de départ, pas de non, ça ne changement correspond pas à un de arrêt brutal, ça ne correspond pas à un départ brutal. On pourrait imaginer qu'il y a bruit important lorsqu'il y a départ brutal. Par exemple, pas du tout. C'est une phase qui est indépendante de ce genre d'interprétation. Et alors, est-ce que on a une idée, parce que vous avez pu établir la distance à peu près à laquelle étaient les observateurs de cet objet volant non identifié, les dimensions de cet objet précisément, est-ce qu'on en a une idée? Alors ça varie très fort, parce que je dois m'empresser de vous dire que si la structure triangulaire que je viens de décrire a été aperçue dans une grande majorité des cas, il y a des cas extrêmement précis aussi et bien documentés où les témoins parlent de formes différentes. Alors on nous a parlé de cigares, on nous a parlé de masse ovoïde, on nous a parlé de losange, une plateforme en forme de losange, on nous a parlé d'une plateforme en forme de grand rectangle, une grande structure rectangulaire. On nous a dit qu'à certains moments ça pouvait être brillant, on nous a dit que ça pouvait être sombre. Bien, il y a là toute une série de différences que nous sommes absolument incapables d'expliquer. Nous enregistrons, nous constatons, mais avec une préférence, disons, dans les observations pour cette forme rectangulaire qui a été aperçue dans énormément de cas et dans beaucoup de cas par la suite, dans les années qui ont suivi, mais dans d'autres endroits, bien sûr. Oui. Alors, vous avez dit forme rectangulaire, c'est triangulaire, j'imagine, hein, la forme dont vous vouliez parler. Non, parfois, il y a des témoins parlent d'une gigantesque plateforme rectangulaire. D'accord. Mais, bien sûr, ce sont des cas un peu particuliers. Mais ça se déroule parfois à des moments où des triangles ont été aperçus peut-être ailleurs. D'accord. Je parle en Belgique. Oui. Et alors, vous avez dit qu'il y avait des espèces aux extrémités, donc triangulaires, des phares, en quelque sorte des phares, c'est ça? Oui. Alors la plupart des témoins parlent. Bon, bien sûr, on fait une analogie avec ce que nous connaissons. Oui. Alors, il y a des témoins, des groupes de témoins qui disent que ces phares, si vous voulez, sont de grandes zones. Ce ne sont pas des points lumineux, ce sont vraiment de grandes zones circulaires. Et on nous a cité des cas où, d'après les témoins, ces zones circulaires devaient mesurer plusieurs mètres de diamètre. Ah oui, d'accord. Donc ça n'est pas du tout à comparer avec des phares ou des projecteurs équipant un avion ou un hélicoptère. Ça n'a strictement rien à voir. Des phares d'avion ou d'appareils apparentés sont des phares de dimension relativement petite. C'est parfois plus petit qu'un phare de voiture. Oui. Parfois c'est à peu près là. Je parle de phares circulaires. Ici on parle de grandes zones de lumière. Parfois c'est extrêmement brillant, c'est parfois aveuglant, parfois c'est un éclairage très doux, nous a-t-on décrit. Malgré que ce soit très doux et qu'en observant cette plateforme avec ces grands phares, ces grandes zones de lumière, eh bien, malgré tout, ça éclaire très puissamment et ça éclaire des zones très étendues au sol. Voilà, on le voit au sol, quoi. Ça se manifeste par des halos de lumière au sol. Ça se manifeste par de l'herbe éclairée, par des clairières éclairées, des arbres éclairés, des zones éclairées, mais très étendues. C'est fou, ça. Et on nous a dit très souvent, parce que de nombreux témoins ont employé les mêmes expressions, pour juger de l'intensité lumineuse, d'observations faites en pleine nuit peut-être, on nous a dit on pouvait lire un journal en dessous, tellement ça éclairait fortement. Oui.
Et est-ce qu'il y a eu, parmi ces observations, donc cette nuit-là, des observations, parce que là on parle de l'objet vu par en dessous finalement, est-ce qu'il y a eu une épaisseur, est-ce qu'on sait une épaisseur, la forme savait au-dessus, vous voyez? Oui, tout à fait. Alors, il y a des témoins très privilégiés qui ont eu l'occasion de voir d'une part l'objet par en dessous, mais à un certain moment, une certaine phase de l'observation, l'objet a comme viré de bord, si vous voulez, et a montré la face supérieure, sa face supérieure. Ouais. Dans certains autres cas, des témoins ont pu voir l'engin de profil. Ah, oui. Je dis engin parce que tout le monde décrit ça comme un engin. Je parle des gens qui ne voient pas que les lumières et en déduisent que puisque les lumières sont placées dans une disposition triangulaire, il doit s'agir d'un objet triangulaire. Je parle de gens qui, en plus de cela, ont eu l'occasion de voir parfaitement se détachant, se découpant sur le ciel. Les arêtes, quoi, vraiment. Les arêtes, le pourtour de l'objet, donc de ce qu'on a appelé la masse qui porte les lumières. Et tous ces gens-là parlent très clairement d'engin. Ça donne une impression de gigantisme, ça donne une impression de masse, et pourtant, des témoins qui ont vu cet objet disparaître au loin disent que ça n'a, dans certains cas, encore une fois, ça n'a aucune épaisseur. Dans d'autres cas, et là je pense à un gendarme qui a fait une observation extrêmement précise, il a vu le côté et il nous a dit que ce côté du triangle est extrêmement haut et mesurerait d'après lui plusieurs mètres de hauteur. D'accord. Alors il nous semble que des témoins ont assisté, que beaucoup de témoins, bien sûr on ne peut jurer de rien, mais ça se passe comme si des groupes de témoins différents avaient assisté peut-être au passage du même objet, mais l'objet présentant des phases différentes, soit des phases lumineuses, soit des apparences différentes à certains moments. Et pour en revenir à cette soirée, donc à cette nuit du 29 novembre, c'est donc ces objets-là qui ont été aperçus. Ce sont ces objets-là qui ont été aperçus, donc une majorité de triangles, mais aussi d'autres formes. D'accord. Et donc tout ça se déroule dans la même zone géographique, si vous voulez, qui est, si vous prenez une carte de géographie de Belgique, vous verrez que c'est une zone qui est finalement assez réduite. Oui. Ce ne sont pas de grandes étendues. Et tout ça se déroule grosso modo dans la même zone au même moment. Et donc nous avons pour cette soirée environ 125 cas. Je crois qu'on en a présenté 70 dans notre bouquin, donc il y a des cas dont nous n'avons pas parlé. On ne peut pas parler de tout, sinon on aurait un livre de 2000 pages probablement. Oui. Et donc là c'est véritablement une des grandes caractéristiques de la vague belge. C'est cette densité d'observation dans un laps de temps relativement réduit, même si ça a commencé à 10h30, parce que là ce sont des observations plutôt isolées, mais c'est plutôt dans la soirée et dans la nuit que ça se déroule. Et que là on a une grosse concentration d'observations et faite par différents groupes de gendarmes. L'observation est relayée, un groupe de gendarmes voit le phénomène quelque part, avertit des collègues qui sont disséminés dans la campagne en observation, en stand-by, pour éventuellement peut-être arrêter un véhicule ou l'autre. Tout à fait. Les gendarmes sont prévenus par des collègues. Ils regardent dans la direction indiquée, ils aperçoivent l'objet, prennent le relais, si vous voulez, le suivent des yeux pendant un temps. Il se passe différentes choses très étranges à ces moments-là. Et puis, ils avertissent d'autres collègues qui sont casernés qui attendent, qui sont au dispatching, si vous voulez, parce que toutes ces personnes sont en relation radio entre elles avec le dispatching, qui lui voit aussi les objets à 2 reprises au moins. Et pendant ce temps-là, bien sûr, sur le parcours des objets, il y a des témoins civils ou militaires qui l'aperçoivent également. Donc vous avez pu retracer comme ça, en quelque sorte, peut-être l'itinéraire, le vol de cet objet, enfin, d'un de ces objets du moins ? Oui, certainement. Dans notre bouquin, on montre des cartes qui
qui trace, si vous voulez, différentes observations dans une même zone, avec des heures qui correspondent bien sûr. Donc tout ça, il y a une assez grande cohérence dans l'ensemble de tous ces témoignages-là. Mais alors, on n'a pas un tracé très précis, je vous le dis. Oui, tout à fait. Ce sont des moments, parce que ces moments sont interrompus de plages horaires où il y a pas d'observation. Donc l'objet semble disparaître quelque part, et puis il se passe plus rien pendant peut-être quelques dizaines de minutes ou peut-être une heure. Ça dépend du moment de la soirée ou de la nuit. Et puis ça réapparaît ailleurs et c'est reparti pour une série d'observations sur un trajet plus ou moins court ou plus ou moins long. Et puis ça redisparaît, ça apparaît ailleurs, etc. C'est très surprenant, effectivement. Mais là, bon, on en est au stade de l'observation, de ce qui a été observé. Vous avez recueilli donc tous ces témoignages. Mais la deuxième phase, consiste à se poser des questions, bien évidemment. Et la première d'entre elles, c'est qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors bien sûr, c'est la bonne question. Bien sûr, c'est la question qui intrigue tout le monde depuis très longtemps. Alors je vous réponds tout de suite. Donc nous sommes maintenant pas mal d'années plus tard, bien sûr. Oui. Eh bien, en tout cas, pour notre association, pour la SOBEPS, et bien que de très nombreuses hypothèses aient été avancées au cours des dernières années, pour nous maintenons ce discours. Nous prétendons qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au cours de cette soirée du 29 novembre et probablement dans les semaines et les mois qui ont suivi. Nous ne savons pas ce qui a survolé la Belgique à ce moment-là. Donc, toutes les hypothèses sont permises. Y compris, ça va de un phénomène atmosphérique, c'est quand même peu probable. C'est très peu probable compte tenu des témoignages et des détails qu'on trouve dans les témoignages. Là, ça devient plutôt compliqué et ça passe par évidemment l'hypothèse militaire et quelque chose de secret qui a été testé durant cette période-là. Sur le territoire belge. Oui, absolument. On en a parlé et je dois dire, nous avons été nous-mêmes les premiers à nous poser cette question et ce dans les toutes premières heures durant lesquelles nous enregistrions les témoignages. On s'est immédiatement demandé si nous n'étions pas l'objet d'une sorte d'expérience ou du moins d'un survol d'un prototype quelconque, d'un prototype secret. Comme les avions furtifs américains, je pense au F-117, par exemple, des choses comme ça. On parlait, mais personne n'avait encore vu à cette époque-là, le 29 novembre, personne n'avait encore vu une photo de ces avions, ça n'avait pas encore été rendu public. Le fameux avion furtif F-117 a été présenté en France, d'ailleurs à un meeting aérien, mais bien plus tard. Mais évidemment, c'était dans l'air, si je me permets ce jeu de mots. Pas mal, bien sûr, on soupçonnait quelque chose de ce genre-là, mais les témoignages que nous pouvions enregistrer et les éléments qu'on nous fournissait faisaient que nous nous posions de grandes questions parce que, véritablement, ça ne correspondait pas du tout avec les caractéristiques d'un tel type de prototype. Oui, et puis en plus, un avion qui, pour un prototype secret, n'a rien fait d'autre que de se montrer partout pendant 18 mois. Oui, c'était un peu étrange comme genre de test, oui. Mais pourquoi pas après tout. Oui, après tout, pourquoi pas. Mais en même temps, dans l'aéronautique moderne, on connaît pour le moment, du moins officiellement, pas d'engin capable de faire presque du vol circulaire de forme triangulaire et pouvoir partir comme ça à très haute vitesse très rapidement. Tout ça dans un silence total. Voilà, il y a là toute une série de caractéristiques qui font que c'est pratiquement incompatible avec ce qui est connu. Je dis bien avec ce qui est connu. Oui, et encore moins prendre des angles de vol, changer de direction de vol à 90 degrés. Enfin, c'est totalement improbable, du moins. Apparemment, oui. Je me retourne là vers vous, Gilles Moche. Que pensez-vous vous connaissez évidemment cette vague belge et vous connaissez évidemment ces observations. Quelle est votre opinion, vous, à propos de ce que vient de nous présenter Patrick Ferrin? Oui, tout à fait. Je connais bien sûr évidemment cette vague belge. Alors tout d'abord, je souhaiterais saluer Patrick. Oui, bonjour, Gilles. Bonsoir. On a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises et d'échanger plusieurs fois durant nos activités. Donc
disons que moi j'ai déjà pour principe de ne parler que de ce que je connais, autrement dit sur ce que j'ai travaillé. Donc j'ai déjà de ce côté-là mettre tout de suite au point le fait que je n'ai pas travaillé personnellement sur la vague belge, si ce n'est sur un cas qui s'est passé en France, dans la région d'Aixincourt en 1990, donc un triangle type belge classique. C'est le seul cas sur lequel je pourrais parler de façon documentée, on va dire. Voilà. Le reste, bon, j'étais comme beaucoup d'ufologues français un des spectateurs attentifs de tout ce qui s'est passé durant cette longue période, avec ayant suivi bien sûr toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir à propos du F-117, à propos de la photo de Petit Rechin et d'autres, de toutes les hypothèses qui ont été émises. Et donc je connais aussi plusieurs ufologues de la SOBEPS avec qui j'ai déjà travaillé et échangé des informations et que je tiens en estime. Je ne pourrais donc pas donner un avis global sur la vague belge. Je n'ai d'ailleurs pas d'avis global sur la vague belge, pas plus que j'en ai sur le phénomène OVNI en général. Je pourrais juste apporter un certain nombre d'opinions et je pense une petite information qui devrait intéresser nos amis de la SOBEPS. L'information est la suivante, c'est que sur cette vague belge, il y a eu énormément de cas. La SOBEPS a effectivement été submergée de témoignages. Ils ont été pris un petit peu au dépourvu vu qu'ils étaient quand même peu nombreux avec peu de moyens pour faire face à un phénomène de telle ampleur. Effectivement, du même type que la vague de la vallée d'Hudson aux États-Unis. Donc, découlant de ça, on peut s'attendre à ce que sur l'ensemble de la masse de documentation réunie, qui est très volumineuse, à travers les nombreuses pages publiées par la SOBEPS, on peut trouver une qualité assez inégale de l'investigation qui a pu être faite sur tous ces cas. Et c'est fort compréhensible, je vois pas qui aurait pu, dans les mêmes conditions, faire beaucoup mieux. Cela dit, j'ai eu un ami du CNECU, du Comité Nord-Est des groupements ufologiques, qui habitait les Ardennes et qui s'est passionné pour la vague belge, donc qui a suivi ça de façon un petit peu plus approfondie que je n'ai pu le faire moi-même. Et donc cet ami a fait un travail sur cette vague belge à partir de la documentation SOBEPS. Cette étude aurait déjà dû être publiée depuis fort longtemps. Malheureusement, cet ami a disparu de façon tragique avant d'avoir terminé ce travail. Et il se trouve, le hasard veut qu'il se trouve qu'actuellement je suis en train d'apporter les derniers détails de la maquette de ce document qui devrait donc, je pense, être publié d'ici quelques mois, à la fin d'année, début d'année 2007. En deux mots, le contenu de ce travail. Mon ami qui s'appelle Renaud Leclerc, il est intéressant de le citer, était parti ayant épluché un petit peu tout ce que la SOBEPS avait publié et ayant lui-même recherché beaucoup de documentation sur la question, s'était rendu compte que l'hypothèse la plus simple et la plus plausible pour pouvoir expliquer de façon rationnelle un certain nombre d'observations était l'hypothèse hélicoptère. Alors quand on prononce ce mot, effectivement, ça peut tout de suite peut-être dresser des poils de ceux qui ont travaillé sur la vague belge, mais je vais essayer de préciser un peu mon propos. D'accord, nous vous écoutons attentivement là pour le coup. Déjà, premier point, l'étude de l'ami Renaud n'a pas la prétention d'expliquer la vague belge. Ça n'a jamais été sa prétention. Mais il penche vers l'hypothèse d'un hélicoptère. Il penche simplement sur le fait qu'une partie de cette vague peut être examinée parce qu'elle n'aurait selon lui pas été suffisamment examinée sous l'angle de l'hélicoptère et un certain nombre de cas, et non des moindres, parmi ceux qui sont présentés par la SOBEPS, pourraient être revus sous un angle un petit peu différent et sous l'hypothèse hélicoptère. On s'aperçoit qu'il y a effectivement, quand on lit son étude, pas mal de détails troublants et très intéressants. Quand Patrick précédemment disait que la plupart du temps il n'y avait pas de bruit entendu, il ressort de l'étude de Renaud, basée, je le rappelle, sur les volumes les deux bouquins notamment de la SOBEPS et différents articles, qu'il y a du bruit signalé dans 20% du total des cas publiés, et que il y a 49,4, c'est-à-dire pratiquement un cas sur deux, où il n'y a aucune mention concernant le bruit. C'est-à-dire un cas sur deux, on ne sait pas, on n'a pas l'information s'il y a bruit ou s'il n'y a pas bruit. D'accord.
C'est-à-dire que 20% sur l'ensemble, sur 50%, on arrive pratiquement à la moitié des cas dont l'information existe qui mentionne un bruit. Donc pour enlever l'idée que le phénomène est si silencieux que ça. Bon, ce n'est qu'un détail, ce serait trop technique de rentrer dans d'autres détails. Oui. En tout cas, cette étude montre, effectivement, je l'ai lu, moi, forcément, un certain nombre de détails très intéressants concernant les hélicoptères et concernant certains cas qui sont bien sûr pris et développés en détail dans cette étude. Et je pense que cette étude va forcément parviendra à la SOBEPS et ils regarderont ça, je pense, avec tous les soins que ça mérite. Oui. Et j'ai confiance à leur objectivité pour pouvoir eux répondre à cette argumentation de Renault et donner leur avis sur les arguments avancés par Renault au travers de ce travail. Ouais. Qu'en pensez-vous, Patrick Ferrin? Écoutez, d'abord, je ne connaissais pas du tout le travail de cette connaissance de Gilles. Et bien sûr, on est très intéressé, et ça, on le lira avec la plus grande attention, c'est évident. Et quand je dis que ça nous intéresse, c'est véritablement vrai. On veut nous faire porter certains chapeaux parce qu'on a toujours pas mal d'adversaires. Et on veut nous faire dire souvent que nous sommes des partisans inconditionnels de l'hypothèse extraterrestre. Alors là, je m'insurge en faux contre ça. Nous ne le sommes pas du tout. Bien que certains parmi nous et parmi nos membres puissent l'être, pourquoi pas? Nous sommes une tribune, nous sommes une association de gens qui se réunissent et qui essayent de réfléchir, et chacun peut avoir son idée. Bien sûr. Mais je crois que la ligne de conduite de l'association et de notre bulletin qui s'appelle Inforespace, notre revue dans laquelle nous publions nos observations et nos études et les articles que nous recevons, eh bien, chacun a le droit de s'y exprimer, mais nous ne sommes clairement pas partisans d'une hypothèse plutôt que d'une autre. Et quand je disais nous ne savons toujours pas ce qui a survolé la Belgique pendant cette vague, je crois que c'est le sentiment des gens qui animent la SOBEPS, et nous sommes bien sûr ouverts à toute hypothèse qui viserait à expliquer ce qui s'est passé. Donc, on lira cette étude avec la plus grande attention, c'est évident. Ah oui, puis on en reparlera, Gilles Munch, d'ailleurs, dès que ce livre sera publié. Vous aurez la gentillesse de nous en envoyer un exemplaire, bien sûr, et ce sera peut-être l'occasion de refaire une émission sur le dossier OVNI, qui est très très riche, vous en conviendrez. Donc c'est avec grand plaisir que de notre côté également, on se penchera sur ce bouquin. Patrick Ferrin, quand même, continuons dans ce qui s'est passé cette nuit du 29 novembre, pour reprendre ce qu'elle dit Gilles Munch. Est-ce que parmi les témoignages, ils ont parlé de bruit, de son, etc. Est-ce que ça a été évoqué, ça? Des sons qui auraient été entendus? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a des témoins, bien sûr, qui mentionnent du bruit, du son. Mais ça reste un petit son, quoi. Ça, c'est pas le bruit d'un rotor comme d'un hélicoptère classique, je dirais. Non. C'est-à-dire que les gens qui disent avoir entendu du bruit n'apparentent pas ça du tout à ce qu'ils connaissent. Et encore une fois, dans la région, notamment à Eupen, il y a un hélicoptère qui fait très fréquemment la liaison avec un hôpital, et donc tous les habitants de la région connaissent parfaitement bien cet hélicoptère. Il y a des hélicoptères, il y a des bases militaires pas très loin non plus, donc des hélicoptères de l'armée, ils connaissent. Donc tous les engins, disons, conventionnels qu'on a l'habitude de voir circuler dans la région, ils les connaissent fort bien. Les fermiers en particulier, parce que c'est une région très industrielle, mais il y a encore pas mal il y a quelques exploitations agricoles aussi. Donc on a rencontré des fermiers, qui ont eu l'occasion de faire des observations très étranges et très précises. Et ces gens-là nous disent, par exemple, je me souviens d'une famille de fermiers qui possèdent des terres fort étendues à l'arrière de leur ferme, et très souvent au-dessus de leurs champs, des avions militaires, en l'occurrence des F-16 et parfois des Mirage, font du vol en rase-motte. Parce que le terrain le permet. On est là sur un plateau, et le terrain le permet, et bon, malgré que les habitants protestent contre ce genre de pratique, qui n'est pas véritablement admise, mais bon, ça se produit quand même.
Et ces fermiers ont l'habitude de voir des avions survoler à très très basse altitude leur terre. Et ces gens ont également l'occasion de voir, et c'est un détail qui a son importance dans le cas de la vague belge, des évolutions d'un avion un peu particulier qu'on appelle l'AWACS. Oui. Donc qui porte un dôme radar sur son empennage à l'arrière, qui lui donne un aspect un peu particulier, mais hormis le dôme, c'est un avion tout à fait conventionnel. Ça peut être un Boeing, mais ça peut être un autre type d'appareil. C'est un avion bien connu. Mais très souvent, à cet endroit-là, dans le cas auquel je me réfère, eh bien, les avions AWACS font ce qu'on appelle des sortes de touch and go, c'est-à-dire ils descendent très très bas, ils n'atterrissent pas évidemment parce qu'il s'agit d'un champ, et c'est pas du tout une zone d'atterrissage, mais ils sont vraiment à très très basse altitude, ils frôlent le champ et puis ils repartent à toute vitesse, quoi. Donc tout ça pour dire que... Et puis ça fait du bruit. Et ça fait un bruit assourdissant, un bruit épouvantable. Là, ils n'ont même pas besoin de lever les yeux pour voir ce que c'est tout de suite identifié. Dans le cas qui nous occupe ici, lorsque les témoins ont décrit des bruits, il s'agit de bruits qui sont sans commune mesure avec ce à quoi ils s'attendraient par rapport à ce qu'ils observent. Oui, tout à fait. Par rapport à l'importance de ce qu'ils voient, le son est quasiment insignifiant. Voilà, on nous a dit très souvent, c'est ce qu'on a observé, c'est une masse gigantesque, et c'est pas normal que ça fasse aussi peu de bruit. Un bruit aussi ténu, aussi discret. Parfois, on nous parle d'une sorte de chuintement, comme quelque chose qui fend l'air. Puis-je faire une remarque? Pardon? Puis-je faire une remarque? Bien sûr, allez-y, Gilles. Je voudrais apporter un petit bémol à ce qui se dit à propos du bruit. On peut préciser que, donc j'ai précisé tout à l'heure que précédemment que 50% des cas on n'avait pas l'information, mais on a aussi beaucoup de cas où on a l'information, où on apprend en lisant bien les rapports que les témoins se trouvent dans une voiture, ou alors sont sortis de la voiture mais ont constaté un vent assez important, voire violent dans certains cas, et on sait bien que ces conditions d'observation peuvent faire très rapidement que le bruit se trouve très atténué, notamment dans une ambiance d'autoroute, une ambiance urbaine où il y a beaucoup de bruit ambiant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les hélicoptères en question dont fait état mon ami Renaud ne sont pas les hélicoptères traditionnels pour la majorité des cas, les hélicoptères traditionnels que l'on peut rencontrer de façon classique, hélicoptères de transport médical ou autre. Ce serait essentiellement, pour une bonne partie des cas, des hélicoptères de gros gabarits, c'est-à-dire des hélicoptères militaires de type Sikorsky, Sea King ou Black Hawk, des 330 Puma, c'est-à-dire des hélicoptères qu'on ne rencontre pas dans tous les coins de rue, qui sont imposants, qui donnent une impression de puissance et très importante, qui ont souvent, par leur fonction militaire, des systèmes pour atténuer le bruit, justement, et qui ont un comportement à basse altitude qui peut bien sûr être de nuit, sans lumière, avoir des comportements tout à fait étonnants pour le témoin qui n'est pas habitué à observer ça. Notamment, une piste qui n'a peut-être pas été suffisamment approfondie, c'est l'affluence des bases OTAN qui sont proches de la Belgique, notamment en Allemagne, et sur lesquelles il peut y avoir des incursions tout à fait insolites sur le territoire belge, pas forcément avec l'appui de la force aérienne belge. Bon, en ce qui concerne ces observations, Gilles Minch, elles ont été faites quand même en grande partie, celle du 29 novembre, par des gendarmes, par des gens de l'armée, donc qui sont également, peut-être pas tous, mais pour certains d'entre eux, familiarisés avec ce genre d'engin, précisément. Par expérience personnelle, après 30 ans d'ufologie, je pourrais, sans trop me tromper, je crois, et affirmer que les gendarmes n'ont aucune compétence en règle générale. Il y a des exceptions bien sûr, mais n'ont pas plus de compétences que vous et moi pour observer un hélicoptère ou d'autres engins comme ça. Bon, des militaires de l'armée de l'air, je ne dis pas, certains ont forcément cette expérience, cette capacité. Mais le gendarme lambda d'une brigade, qu'elle soit belge ou française, n'a strictement aucune compétence à la matière. Très bien. J'ai pu vérifier assez souvent. Patrick Ferrin. Oui. Nous allons peut-être, si vous le voulez bien, aborder Puis-je bien sûr. quelque chose, oui, bien sûr, je vous en prie. Oui. D'accord. J'entends bien ce que Gilles dit là, et je suis tout à fait d'accord avec lui.
C'est vrai que les gendarmes, qu'ils soient belges ou français, peu importe, n'ont pas de compétences particulières. Et on nous a souvent dit, ce n'est pas parce que ce sont des gendarmes que ce sont des témoins tout à fait privilégiés. Oui. Et en ce sens-là, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Si ce n'est, je voudrais encore ajouter la chose suivante. Quand Gilles dit que dans des cas où les témoins n'ont pas été en mesure de juger s'il y avait réellement bruit ou pas, c'est tout à fait vrai. Il y a des cas, bien sûr, où nous savons que les témoins étaient en voiture et lorsqu'on leur a posé la question, à aucun moment ils nous ont dit s'ils avaient arrêter le véhicule, ou s'ils avaient coupé le moteur, ou s'ils avaient ouvert les fenêtres pour écouter. Donc ça, on sait très bien qu'il y a des inconnus. D'accord. Il y a en revanche, des cas où des témoins se sont trouvés en dessous du phénomène, qui était mais pile à l'aplomb, et apparemment à une altitude très très peu élevée, et où là le terrain et la zone dans laquelle les témoins se trouvaient étaient mais absolument silencieuses. On entendait un chien aboyer à 10 km, il n'y avait pas un seul bruit, et le phénomène ne faisait strictement rien comme bruit. Donc il y a des cas où on n'est pas en mesure de le préciser, et Gilles a tout à fait raison, c'est vrai, mais il y a certains cas bien particuliers où le témoin ou bien les témoins présents ont pu affirment en tout cas, qu'il y avait absence totale de bruit. Maintenant, si c'est un hélicoptère de gros gabarit, comme Gilles l'a précisé, c'est clair qu'il y a des appareils militaires dont nous ne connaissons pas ou pas du tout, ou très mal les caractéristiques et les capacités. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un hélicoptère a un mode de propulsion qui est tout à fait standard, même si le bruit peut être fortement atténué. Et il y a maintenant des systèmes qui permettent d'avoir une signature acoustique beaucoup plus réduite. On l'a vu avec les avions furtifs. Il n'empêche que pour rester en l'air, l'hélico s'appuie sur une colonne d'air, et ça engendre, si quiconque s'est trouvé en dessous d'un hélicoptère ou à proximité, sait que ça engendre des turbulences mais terribles. Et là, dans certains cas, je songe à des cas où les témoins nous ont dit l'objet était au-dessus de nous, absolument silencieux pendant un temps assez long, et il n'y a pas une feuille d'arbre qui bougeait. Oui, et pas de turbulences qu'ils ont ressenties. Dans certains cas, ça pose problème malgré tout. Donc il est tout à fait plausible, et je ne mettrai pas du tout en cause le fait qu'il puisse y avoir des cas de ce type-là où l'hypothèse hélicoptère ne tient pas. Effectivement, la verticale, n'importe quel hélicoptère, si on est juste en dessous, on ne peut pas ne pas sentir le souffle. C'est évident, ce serait même plus qu'un souffle. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est que la collecte d'informations de cette vague qui a été donc assez exceptionnelle, vous avez réuni énormément de documentation, est désormais terminée depuis pas mal de temps. Donc vous êtes arrivé maintenant depuis pas mal de temps dans une phase d'expertise de ces cas, pour essayer d'en tirer quelque chose, et toute la difficulté est là. Et on retrouve dans le problème de la Val belge en miniature ce que l'on retrouve sur l'ensemble du phénomène en général, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire dans la masse de documentation réunie le tri entre ce qui peut se rapporter à un phénomène, je dirais, exotique, pour pas employer d'autres mots, et de ce qui est conventionnel, ce qui relève de confusion, de mépris, des choses comme ça. Donc l'hypothèse d'hélicoptère ne vise, au moins dans un premier temps, en tout cas, dans l'état actuel des choses, qu'à permettre à faire le tri d'un certain nombre de cas qui, de toute évidence, relèveront vous le verrez, à notre avis, d'hélicoptères. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut généraliser ça à d'autres cas plus particuliers. Il faut préciser que les cas où les témoins sont à la verticale ne sont quand même pas légion. La majorité des temps, les témoins ont quand même une certaine distance où là, l'histoire du bruit devient beaucoup plus difficile à percevoir. D'accord, tout à fait d'accord. On va faire, Patrick Ferrin et Gilles Munch, une première petite pause. Le temps pour moi de vous rappeler que Karine au standard est à votre disposition si vous avez été témoin d'observations particulières dans le sud de la France ou ailleurs, que vous soyez dans notre région. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, bien entendu. Et si vous voulez nous envoyer un SMS, n'hésitez pas, c'est à votre disposition également. Vous tapez le mot sud sur votre portable et ensuite vous envoyez, vous laissez un espace, vous rédigez votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Pour de prochaines émissions, je recherche des témoignages. Si vous avez observé un ovni, si vous êtes allé à Lourdes et avez vécu, vous ou l'un de vos proches, un phénomène particulier, si vous connaissez des églises surprenantes ou inhabituelles, avec des représentations énigmatiques, laissez-moi un message en m'appelant sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Vous pouvez également m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le dossier OVNI ce soir avec deux spécialistes. Malheureusement, on n'a pas réussi à joindre Christian Page au Québec. Il devait nous présenter 2 cas, j'en suis désolé, mais j'espère qu'on le retrouvera pour une prochaine émission. Il devait nous présenter 2 cas tout à fait intéressants d'observation d'OVNI donc au Québec. Ce sera pour une prochaine fois. Nous sommes en compagnie de Patrick Ferrin, qui est le cofondateur de la SOBEPS en Belgique, et de Gilles Munch, qui est en notre compagnie, qui lui nous est en notre compagnie depuis les Vosges en France, et qui nous présentera tout à l'heure 2 cas. Patrick Ferrin, un deuxième cas que vous nous avez préparé après cette observation du 29 novembre, de cette nuit du 29 novembre. Quel est le deuxième cas que vous avez envie de nous présenter, représentatif justement de cette vague belge? Mais j'avais envie de vous parler d'un cas, d'une observation qui a été faite par un militaire belge, qui était à l'époque lieutenant-colonel de la force terrestre, oui, et qui est le colonel André Amont, qui a fait une observation avec son épouse. Il n'était pas en service, il circulait en dehors de son service, oui, dans une petite commune qui s'appelle Hernage, à proximité de Namur, et c'est une observation qui a été faite, qui date du 11 décembre 89. Voilà. Alors le colonel Hammond, qui n'est pas de la force aérienne, bien sûr, il est de la force terrestre, mais bon, il faut préciser que c'est quelqu'un qui, de par ses fonctions, a une excellente connaissance de l'aviation militaire. Et donc je pense que en cette qualité-là, il a, disons, une légitimité en tant qu'observateur, on va dire. Une certaine légitimité en tant qu'observateur. Là, je pense qu'on peut dire qu'on a affaire à un témoin quand même quelque peu privilégié. Oui. Bon. Alors, bon, son observation est la suivante. Il circulait en voiture, la nuit était tombée, le ciel était étoilé, c'était la pleine lune, et il voit, nous sommes en pleine campagne, c'est une région rurale, à cet endroit-là, le terrain est plat, plutôt. Il voit derrière, à hauteur d'arbres qui jouxtent une ferme, il voit une série de 3 ou 4 ce qu'il appelle des panneaux de lumière. On se trouve dans le ciel, et il voit des panneaux de lumière, apparemment rectangulaires, qui sont espacés, qui se déplacent dans une direction venant de la tour d'un radar. On parlait d'installation militaire, et bien il y en a dans le coin, et qui passe, qui prend la direction d'un village qui se trouve à proximité. Bon. Ces panneaux de lumière, cette série de panneaux lumineux, comme il les décrit, évolue, si vous voulez, comme s'ils sortaient de derrière un bois, et c'est à ce moment-là qu'il les aperçoit dans le ciel. Lui, il est en voiture, il se déplace, mais ça se trouve pratiquement devant lui, et en dessous se trouve un gyrophare rouge. Et il précise que ce gyrophare ne correspond pas du tout au gyrophare qu'il connaît et qui équipe les avions militaires ou civils. Bon. Il disait que les gyrophares d'avion, c'est quelque chose qui scintille, et ici on a affaire à quelque chose qui dispense une luminosité tout à fait différente. Bon. Il estime que l'altitude de cette série de panneaux qui évolue doit être à 200 ou 300 mètres. D'accord. Bien sûr, nous sommes en pleine nuit, et j'en conviens, ce n'est pas facile à évaluer. Bon, mais c'est une donnée. Oui. Bon, ces panneaux suivent une direction générale. La vitesse, cette série de panneaux se déplace à une vitesse qu'il estime excessivement lente, et à ce moment-là, lui, il décide de s'arrêter. Il s'arrête sur le point culminant de la route de campagne. Son épouse reste à l'intérieur, ouvre la vitre de la voiture. Lui, il sort.
il observe ça, et c'est à ce moment-là, bon, là, il peut constater que ça ne fait aucun bruit de moteur, strictement rien. Ouais. Et là, la campagne environnante est plongée dans un silence mais total. Bon, et cette série de panneaux se déplace lentement sur son côté. Il peut observer ça, il dit que l'observation dure au total de 5 à 8 minutes. Ah, ce qui est long quand même, d'accord. Oui, là aussi, il n'a pas eu le réflexe de regarder, de minuter, bon, disons entre 5 et 10 minutes, mettons les choses au pire, disons 5 minutes, même 4 minutes. D'accord. Bon, c'est une observation relativement longue. Il observe ça. La série de Hublot vient vers lui, le dépasse et continue son chemin. Et à un moment donné, il dit que ça a brutalement... non, il y a d'abord eu une phase où il dit qu'un phare de lumière blanche très important, beaucoup plus gros qu'un projecteur, qu'un phare d'un gros transporteur aérien, s'est allumé. Et à ce moment-là, son épouse a véritablement pris peur. Elle a pris peur parce que ce qu'elle voyait ne correspondait encore une fois à rien de connu. C'est quand même la femme d'un militaire, avion, hélicoptère, encore une fois. S'il s'agit d'engins conventionnels, elle connaît, mais là, ça ne correspondait à rien. Et là, elle prend peur et elle demande à son mari, c'est légitime, on peut comprendre, de remettre le moteur en marche et de partir au plus vite. Et partir, parce que bon, ça l'inquiète quand même. Oui. Bon. Au moment où il remet sa voiture en marche, le gros point lumineux disparaît. Il y a pas de relation de cause à effet, bien sûr. Bon, la lumière blanche disparaît et à nouveau apparaissent à ce moment-là trois phares de lumière blanche. Donc la lumière principale blanche disparaît, c'est remplacé par 3 phares de lumière blanche qui forment un triangle. Bon, avec au centre de ce triangle, de nouveau ce gyrophare rouge. Et à ce moment-là, l'objet entame un virage à 180 degrés. D'accord. Et ce qui frappe notre observateur, parce que c'est une manœuvre qu'il juge mais véritablement tout à fait hardie, audacieuse pour un appareil qui serait un appareil conventionnel. Et cette série de points lumineux disparaît après que l'objet ait effectué un virage très très serré. Bon. Là, un avion normal va au tapis. D'après lui, oui. D'après lui, c'est pas compatible avec le déplacement d'un appareil normal. Alors, ce qui l'a frappé dans cette observation, finalement, ça finit par disparaître, ça prend un virage, ça tourne, et puis hop, ça disparaît au loin, ou ça s'éteint, on ne sait pas. Mais ça donne l'impression de disparaître. Bon. Mais ce qui l'a frappé, lui, et là je rappelle, il est à l'extérieur de son véhicule, le moteur est arrêté, et il observe, c'est la lenteur des mouvements de ce qu'il voit, par rapport à la vitesse avec laquelle l'ensemble s'est déplacé à la fin de l'observation. Oui. Bon, là, il dit que il y avait aussi la Lune n'était pas visible et que comment dirais-je, les lumières ne réfléchissaient. La masse qui devait porter ces panneaux de lumière, il y avait certainement quelque chose qui portait ça, ne réfléchissait aucune lumière. Ne réfléchissait strictement rien. Absolument rien. Aucun rayon, rien n'était visible. Bon. Aucun reflet, rien. Rien du tout. Là, ce qui l'a frappé aussi, c'est le manque de bruit de moteur, évidemment. C'était beaucoup trop silencieux. Et alors, cette énorme lumière qui s'est située à l'avant de l'objet, et qui a déclenché cette peur presque panique de son épouse. Bon. Alors il a été très frappé par cette observation. Il en a parlé autour de lui à des collègues, etc. Et il a eu l'occasion d'être approché par une cellule qui s'occupe de films vidéo de l'Université libre de Bruxelles, qui lui a proposé de faire une reconstitution par moyen infographique de son observation.
Pas bête ça, oui. Ouais. Et donc il s'est prêté au jeu et ça a été fait très très minutieusement. Ça a donné lieu à un court métrage qui est passé quelquefois sur les antennes de la télévision belge et qui a été produit donc par une cellule de l'Université libre de Bruxelles. Ah ouais. Comme une sorte de portrait robot de ce qu'il a vu. Voilà, quoi, c'est exact. Et c'était exactement le but de l'opération. Il a passé de nombreuses heures en studio avec une équipe d'infographistes qui ont essayé de reconstituer au mieux les différentes phases et l'aspect de ce qu'il a vu. Oui. Et je veux dire que c'est un document qui est très sobrement réalisé, qui est très très bien fait. Et ce serait tout à fait extraordinaire si pour les autres témoins de la vague belge, nous avions pu bénéficier de moyens pareils. Ah oui, au niveau technique, ça aurait été pas mal. Ouais, voilà, mais évidemment, ça coûte très cher et ça prend un temps considérable. Ça a pu être fait une fois. Mais le film est à disposition et là, j'invite tous les gens intéressés par la vague belge à essayer de le voir et d'obtenir ce document. Il est sur Internet ? Ah, là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Je fournirai tous les renseignements possibles aux personnes intéressées et les références. Oui. Mais c'est un document qui, à mon sens, est assez exemplaire. Gilles Munch, vous devez en avoir entendu parler de ce document, j'imagine. Tout à fait, oui. J'ai eu la chance, nous avons eu la chance de pouvoir visionner cette reconstitution très intéressante sur une émission de la RTBF, justement. Oui. Donc c'était un document effectivement de bonne qualité et très intéressant. Et si je peux me permettre un commentaire par rapport à ça, ça tombe relativement bien puisque c'est un des nombreux cas examinés par Renaud dans son document. Oui. Et c'est même le second cas qu'il a examiné dans l'ordre de présentation. Oui. Et quelque chose de très intéressant, c'est que Renaud s'est amusé à refaire une reconstitution en parallèle de ce document. Donc dans son étude, il y a 5 photos issues de cette reconstitution de la SOBEPS, les plus caractéristiques des différentes phases du mouvement de l'OVNI. Et il s'est amusé à faire la même chose en parallèle, toujours dans l'hypothèse hélicoptère. Oui. Or, il se trouve que le Puma SA 330, l'un des appareils que j'ai évoqués tout à l'heure, qui équipe la force aérienne belge notamment, mais aussi d'autres unités, d'autres pays, est un hélicoptère de grosse taille qui possède 4 hublots rectangulaires sur les faces latérales. C'est exactement le nombre de lumières rectangulaires présentes sur l'OVNI. Et il présente à l'avant un phare très puissant de couleur blanche. C'est exactement ce qui se passe sur l'OVNI. Jusque-là, il y a un parallèle qui est intéressant. Il possède en dessous de sa masse 3 feux blancs disposés en triangle, évidemment, exactement comme l'OVNI. Il faut avouer que dans le modèle de base, il ne possède pas de lumière gyrophare rouge au centre. D'accord. Ça faut être honnête de ce côté-là. Et le son alors ? Par contre, on pourrait donner plein d'explications pour une possibilité qu'il y ait une lumière rouge au centre, mais sur le modèle de base, il n'y en a pas. Oui. Non, mais ça encore, pour le son, effectivement, un détail intéressant, puisqu'en plus le lieutenant-colonel lieutenant-colonel est sorti de sa voiture, et lui, effectivement, est une personne qu'on peut penser habilitée à reconnaître de tels engins. Et moteur arrêté en plus, je veux dire, là c'était silence total dans la campagne. Là. Tout à fait. On peut quand même noter au passage que l'Institut Royal Météorologique fournit des conditions météorologiques. Le vent se dirigeait des témoins vers l'OVNI, donc était contraire au sens de propagation qui aurait pu permettre aux témoins d'entendre. Premier point. Et deuxième point, toujours les conditions météo notent un fort brouillard. Qui peut modifier donc l'aspect des lumières, faire aider, expliquer peut-être pourquoi les lumières ne se reflètent pas sur la carlingue. Donc la reconstitution faite du mouvement de l'hélicoptère peut coller tout à fait avec la reconstitution présentée par la SOBEPS. Donc il y a un parallèle là qui mérite d'être, qui va certainement intéresser beaucoup mes amis de la SOBEPS, parce qu'effectivement il y a des choses troublantes dans ce cas-là, qui par ailleurs est fort intéressant. Je ne dis pas qu'il est expliqué, mais je pense que ça mérite de regarder avec beaucoup d'attention la coïncidence entre le Puma SA 330 et cet OVNI. Oui, mais il reste encore le problème du son quand même. Je vous disais, le son, la distance n'est pas précisée, la lenteur du mouvement, compatible avec un hélicoptère surtout de cette taille-là, et le son, un vent au contraire peut
bon, ça faudrait avoir tous les paramètres dans le détail de distance et de puissance du vent et de le filtre interne du témoin pour pouvoir apprécier jusqu'à quelle limite il peut entendre ou ne pas entendre le son. Il y a pas une garantie qu'il ne puisse pas l'entendre, il n'y a pas non plus une certitude qu'il n'est plus forcément entendu. Là, on touche quand même, vous êtes d'accord là tous les deux sur ce point-là, on touche le nœud du problème du dossier OVNI, c'est la difficulté d'expertise et de pouvoir vraiment essayer de trouver des cas où l'on est au plus proche de la certitude de ce qui s'est passé. Vraiment, ça c'est... Il manque toujours un certain nombre d'informations qui permettent de trancher. Oui, tout à fait. Là, Patrick Ferrin, vous êtes d'accord là-dessus. C'est vraiment la difficulté du dossier de OVNI en règle générale, quoi. Tout à fait. Maintenant, je dois préciser une petite chose pour les gens qui nous entendent. Notre association, il faut bien se dire une chose, c'est que nous sommes aussi outillés qu'une bande de boy scouts. Même si nous sommes une association qui est un petit peu structurée par rapport à des tas d'autres associations, ça c'est le temps qui a fait que, etc. Mais nous n'avons aucune compétence particulière. Oui, j'entends bien. Nous sommes des amateurs. Nous avons chacun une profession qui parfois est fort éloignée des sujets qui nous occupent, bien sûr. Et le but initial de l'association, et c'est pour ça que nous l'avions créé en 71, c'était de faire, dans un premier temps, un recensement des observations de ce qu'on appelait des ovnis. Qu'ils en soient réellement ou pas, peu importe. Et le but de l'association n'est surtout pas de démontrer que ce que nous avons dans nos dossiers est quelque chose d'une origine exotique, comme on dit, pour dire le moins. Extraterrestre. Ou si vous voulez, peu importe. Oui, tout à fait. Nous ne savons absolument pas. Et donc, premier but, réunir les observations. Et deuxième objectif de l'association, assurer une pérennité, conserver les dossiers, mais surtout pouvoir les mettre à disposition de gens qui, eux, ont ou prétendent avoir les capacités pour les étudier. Tout à fait. Et ça, c'est véritablement, et j'insiste très fort là-dessus, le but premier de notre association. Il est clair qu'en cours de route, on se pique au jeu et on a chacun. Il est impossible de ne pas avoir une idée derrière la tête et chacun interprète les données que nous avons en fonction de toute une série de paramètres, bien entendu. Oui. Mais la ligne de conduite de l'association, c'est ça. Et donc nous n'avons pas certains parmi les gens qui travaillent avec nous ont des idées sur ce que ça pourrait être, formulent des hypothèses, avancent certaines choses, et nous les publions parce que nous accueillons les idées. Alors peut-être pas toutes, c'est vrai, mais certaines en tout cas. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Et lorsque j'entends Gilles qui parle de l'hypothèse et le travail fait par son ami, eh bien là c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Et là c'est clair qu'on aurait aimé publier ça chez nous. Ça paraîtrait ailleurs et c'est très bien, mais on en discutera certainement. Bien sûr, et c'est ça qui fait que le dossier peut avancer, c'est avec cette ouverture d'esprit, en gardant l'esprit objectif et clair et surtout serein. C'est ce qu'on essaye. C'est pas toujours simple, mais malgré tout, contre vent et marée, c'est ce qu'on essaye. De faire. Oui, je rejoins parfaitement Patrick sur ce qu'il a dit concernant les limitations des groupes ufologiques et notamment le manque de moyens tant humains que matériels. Mais je pense que le plus gros handicap, c'est même pas le manque de moyens là, c'est le manque de moyens d'accès à l'information. C'est-à-dire que les petites informations de détail précises, rigoureuses, d'ordre météorologique, d'ordre aéronautique, qui permettent de faire souvent la décision sur un cas, elles sont très difficiles à obtenir. Elles demandent une énergie et souvent elles sont carrément impossibles à obtenir pour des raisons de lourdeur administrative, de temps, de moyens, etc. de tout ce qu'on veut. Évidemment. Et bien souvent on est à deux doigts d'avoir le petit détail qui ferait pencher et on n'a pas accès à cette information. Et dans ce sens-là, la SOBEP avait fait très fort dans la période de la vague, puisqu'ils avaient réussi avec notamment la force aérienne belge à développer une collaboration qui
éliminer un certain nombre de ces obstacles-là auxquels on est confronté en permanence. Ouais. Donc là, ils avaient fait vraiment quelque chose de très fort. Gilles Minche, ça va être à vous maintenant de nous exposer 2 cas que je vous ai demandé de rechercher parmi ceux que vous avez étudiés, ceux sur lesquels vous vous êtes penchés. Et Patrick Ferrin reste avec nous, évidemment, pour, comme vous l'avez fait pour les cas qu'il a exposés, peut-être apporter une réaction, un éclairage nouveau, une question, bien entendu. Et vous qui nous écoutez, pouvez aussi, évidemment, réagir par le biais du SMS, Sud, un espace, vous le savez, et vous envoyez votre question, votre réaction au 71 200 ou au 0826 300 300. Notre standard vous est ouvert. Gilles, quel est le premier cas que vous avez envie de nous présenter ce soir? Eh bien, en préalable, je vais faire une remarque qui est un peu celle qu'avait fait Patrick, c'est qu'il est très difficile, parmi les multitudes de cas auxquels on a été confronté, sur lesquels on a travaillé pendant 30 ans, de faire un choix. C'est vrai. Il faut le faire, donc je vais dans un premier temps présenter le cas, ensuite expliquer pourquoi je l'ai choisi, et je ferai pareil pour le second. D'accord. Alors, le premier cas. Donc le premier cas que j'ai pris, c'est un cas qui est survenu dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 janvier 1994, et qui se passait à Troville-en-Barrois, un petit village dans la Meuse, pas très loin de la Belgique. Oui. Alors les faits sont les suivants, je résume l'histoire. Donc une famille, je l'appellerai la famille L, qui habite un petit lotissement à l'écart du village, vient de se coucher le dimanche soir après avoir regardé le film à la télévision. Le père, la mère et la petite fille de 7 ans dorment dans une chambre. Et les 2 autres filles de 13 ans et 17 ans dorment dans une autre chambre à côté, et dans une autre chambre encore dort l'ami de l'aînée des filles. Lui, il a 20 ans et dort à côté. Donc ils viennent de s'endormir, sont sur le point de s'endormir, que lorsqu'une lumière vive, violente, éclaire un mur de la chambre. Ce qui sort le père de son sommeil naissant. Ouais. Intrigué, il entend la petite fille aussi réagir à cette lumière, il se lève, va à la fenêtre où les volets ne seront pas totalement fermés parce qu'ils ont toujours peur que leur voiture subisse quelques dégâts. Oui. Et là, il observe une lumière assez violente qui éclaire effectivement la fenêtre de la chambre. Oui. Bon, une agitation dans la maison, les filles à côté qui ne dorment pas encore se réveillent, viennent voir, l'ami aussi vient voir, tout le monde se demande ce que c'est. La fille de 13 ans, donc la cadette plus courageuse que les autres, prend l'initiative de sortir pendant que la mère, sous les conseils du père de famille, téléphone au voisin. D'accord. Intrigué par ce qui se passe, un peu inquiète, donc téléphone au voisin pour demander s'il peut... S'il voit la même chose, il habite la maison en face. Ouais. Dans l'intervalle de temps, tout le monde est sorti devant la maison. Le voisin les retrouve là et tout le monde observe donc la scène. Donc cette lumière dirigée vers eux, en fait 2 lumières qui se détachent sur une forme sombre. Oui. Ils sortent, une des filles a passé à prendre les jumelles et ils observent aux jumelles. Et donc grosso modo la description, c'est une forme grise, sombre plus exactement, qui est donc posé sur un chemin qui passe à une centaine de mètres, petite centaine de mètres, en fait 80 mètres. Cette forme grise comporte donc 2 phares importants, de couleur assez blanche. Oui. Au-dessus, une coupole qui semble translucide et éclairée de l'intérieur, avec 3 personnages debout à l'intérieur, qui ont des grosses têtes. D'accord. Bon, excitation, discussion, un peu d'inquiétude, un bruit de portière se fait entendre, ou quelque chose qui ressemble à un bruit de portière. Un des 3 personnages apparemment semble être sorti par l'arrière de l'engin, par une sorte de trappe qui s'est ouverte. Semble s'agiter un petit peu à côté de l'appareil. Il est muni d'une sorte de lampe assez puissante. Passe devant l'engin, bricolant un peu, et très rapidement il disparaît. On entend encore un nouveau bruit semblable au premier. Oui, oui. Grosse discussion, affolement un petit peu d'une partie des témoins. Les jumelles passent de main en main et elle arrive au voisin qui regarde et qui calmement finit par, au départ s'étonne un peu, mais rapidement dit à ses comparses que pour lui il voit une voiture.
il rentre chez lui. Suite à ça, pour lui, c'est normal, c'est que c'est une voiture. C'est une voiture qui est tombée en panne, qui s'est arrêtée, voilà. enfin bref, voilà. Il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait là. Pour lui, c'est une voiture avec un personnage dedans, point. Il rentre chez lui et il se rend dehors. Entre-temps, la famille continue d'observer. Et l'engin, qui entre-temps avait coupé ses lumières, ouais. Les lumières se rallument vivement, l'habitacle s'éteint, et l'engin se met à glisser vers leur gauche, avec un sifflement très perceptible, et disparaît masqué par des maisons. Voilà l'observation brute. D'accord. Qui a duré combien de temps, grosso modo, tout ça? Un bout de temps, quelques minutes. Ah d'accord, ça a été assez court finalement. 5 minutes à peu près maximum. D'accord, ok. Le voisin ayant été là à peu près la bonne moitié du temps. D'accord. Estimation. Mm-hmm. Bien sûr, personne n'a chronométré. Ils rentrent chez eux, un peu d'agitation, et finalement tout rentre dans l'ordre et la maison s'endort. Le lendemain, ils en parlent à une de leurs amies qui habite au village voisin. Ils racontent leur histoire, qui elle-même leur disant qu'elle a vu quelques lumières bizarres par sa fenêtre. La même soirée. Mm-hmm. Il se trouve que cette amie prévient le journaliste local, oui. qui lui prévient la gendarmerie locale, et se met en place tout un processus qui est classique dans ce genre de choses. Un article de presse paraît. D'accord. En fait, préalablement, puisque l'observation se fait dans la nuit du 2 au 3, le 3, donc, ils en parlent à l'ami, qui en parle au correspondant de presse, qui en parle à la gendarmerie. Le 4, au matin, les gendarmes et les journalistes se rendent sur place pour voir à l'endroit supposé de l'OVNI, de l'atterrissage, oui. pour voir s'il y a des traces. Il a beaucoup plu dans les jours précédents, il ne voit aucune trace. Ensuite, ils vont voir la famille, ils reprennent des positions comme ça, oralement, discussion, non officielle, et ensuite tout rentre dans l'ordre, mais le lendemain, donc le 5, paraît un article dans l'Est républicain, aussitôt relayé par France Info. D'accord. C'est là que moi j'apprends l'observation. Mm-hmm. Je me précipite sur le journal local chez moi, j'ai un petit entrefilet, mais je n'ai pas les gros articles parus dans la région. Mm-hmm. Donc c'est là que se met en place, donc ici très rapidement, notre processus d'enquête. C'est-à-dire que je téléphone le jour même à une amie de Chaumont qui fait partie du comité Nord-Est, et propose d'intervenir et de faire une enquête le plus tôt possible. Donc on se met d'accord pour le lendemain. D'accord. Entre-temps, on prend contact avec la famille qui accepte de nous recevoir, et donc dès le 6, on est sur place. Mm-hmm. On va chercher le journal local, où là il y a un gros placard sur l'affaire. On va sur les lieux comme les gendarmes, sans savoir que les gendarmes ils sont déjà passés. On va sur les lieux, on s'aperçoit qu'effectivement, pour nous, il n'y a rien à voir de particulier. Et ensuite, on va chez les témoins. Ils nous reçoivent, puisqu'ils nous avaient accepté de nous recevoir, mais on les sent très réticents, ils sont très énervés contre le journal, parce qu'effectivement, dans l'article, il y a la version du voisin. Oui. Le journaliste a été voir le voisin, et il y a un petit encart qui dit que le voisin, pour lui, c'est une voiture. Oui. Donc ils sont très... Donc tout retombe à plat, quoi, effectivement. Voilà, ils sont très remontés contre le journaliste, et en plus, ils considèrent que certains passages de l'article sont approximatifs. C'est souvent le cas dans les articles de presse. Oui. Donc, pour nous, l'enquête commence difficilement. On revient donc 2 jours après, le samedi, et on va donc rencontrer la gendarmerie. On revient chez les témoins également, qui sont toujours aussi réticents. La gendarmerie nous dit être sur une piste. Et les témoins qui sont toujours réticents, chez lesquels on va encore discuter, arracher petit à petit, gentiment, par la négociation, certaines informations, le récit, etc., des petits dessins, etc., on constate qu'ils sont en permanence assaillis de coups de téléphone, d'ufologues, de curieux, beaucoup d'ufologues, d'écrivains ufologues, etc., qui leur racontent toutes sortes de choses et qui font monter l'ambiance, je dirais, extraordinaire de la chose, de leur observation. Oui. Les gens qui, à distance, à des centaines de kilomètres, leur disent que c'est fabuleux, leur racontent plus de choses que ce qu'ils en ont. Bien sûr. Ah oui, toujours. Oui. Donc, ils sont pas au courant de l'affaire, mais ils racontent presque à la place des témoins. Donc, il y a toute cette ambiance qui se met en place. Et donc, dans les jours qui suivent, on y est retourné plusieurs jours dans les semaines suivantes. On a vu donc arriver toute une série d'ufologues que l'on connaît, de différentes associations qui travaillent à titre individuel, qui ont défilé sur les lieux avec des approches complètement différentes, des versions différentes, des contacts différents. En fait, c'est là qu'on mesure toute la variété du tissu ufologique.
On retourne voir la gendarmerie le 15, c'est-à-dire plus d'une semaine après, 12 jours après les faits. Et là, ils nous disent avoir approfondi la piste et trouvé la solution pour eux. Oui. Donc, quelle est cette solution? En fait, le dénouement sur la gendarmerie est le suivant. Le soir de l'observation, ils ont pris en chasse une voiture d'une personne qui avait commis plusieurs infractions au code de la route. D'accord. Conduite en état d'ébriété et différentes choses. Et la voiture leur a échappé. À un moment donné, ils ont perdu la trace de la voiture. Ils ont fini par retrouver plus tard cette voiture. Donc, en fait, c'est une voiture qui leur a échappé, connaissait bien les lieux, qui a traversé ce lotissement et a pris le chemin qui passe derrière la maison de la famille L, et monté sur une petite butte, dans un cul-de-sac où ça se termine par un terrain de... Oui. Et c'est ce qui a donné cette espèce d'éclairage violent de leur maison, quoi, en fait. C'est quand il est revenu, lui a su à pied dans le village, il a laissé passer 2 heures de temps, il est reparti chercher sa voiture quand il a su qu'il avait échappé au gendarme. Oui, tout à fait. En redescendant, moteur coupé, il est redescendu tout doucement le chemin, en plein phare, et en descendant, à un moment donné, il s'arrêtait. Malencontreusement, ses phares étaient droits sur la fenêtre des témoins. D'accord. Donc en fait, c'est les phares de la voiture qui éclairaient la fenêtre des témoins, et les témoins, quand ils sont sortis, ils ont vu en face d'eux, à 80 mètres, sans réussir à la reconnaître, une voiture dans laquelle il y avait une personne, et non pas 3. Quand on sait quelle voiture il s'agit, et quand on connaît le type de voiture, qu'on a bien regardé comment elle est faite la voiture, on s'aperçoit qu'elle est munie de gros appuis-têtes à l'avant et à l'arrière, ce qui donnait assez facilement la confusion de croire qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur. La trappe qui s'est ouverte, c'était le haillon arrière. Oui. Donc les bruits de porte, c'était effectivement les bruits de portière et du haillon. Évidemment. Oui. La lampe torche, c'était la lampe du monsieur. Alors comment expliquer le sifflement au décollage? Premièrement, il n'y a jamais eu de décollage, puis ils ont bien décrit l'objet qui partait horizontalement vers la gauche. En fait, il a continué à rouler sur le chemin. Tout simplement. Il se trouve que les gendarmes ont retrouvé la voiture qui était en mauvais état, parce que mal entretenue. Elle avait la courroie de pompe à eau qui sifflait très fortement. D'accord. Okay. Donc la voiture est parfaitement identifiée, le témoin est parfaitement identifié. Je dispose personnellement du rapport de gendarmerie où j'ai tous ces renseignements-là. Oui. Le témoin en question qui a déposé à la gendarmerie a reconnu totalement les faits. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la solution. Donc voilà comment une enquête rondement menée peut arriver à des conclusions toutes simples en fait et réussir à remettre un petit peu les pieds sur terre. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ce cas? D'une part, effectivement, notre propre enquête aboutissait à cette hypothèse voiture, parce qu'il n'y a pas de trace au sol, parce que ça suivait le chemin, parce que les dessins, si on regarde bien les dessins faits par les enfants, par les témoins, on voit bien une soucoupe, etc. Et si on regarde avec l'éclairage d'une voiture, on s'aperçoit qu'il dessine une voiture. Parfaitement. Oui, tout à fait, d'accord. On arrive à interpréter la voiture quand on sait que c'est une voiture, on retrouve la voiture. Si on part du principe que c'est une soucoupe, on voit une soucoupe. D'accord. Donc nous, on avait la forte conviction, sans en avoir la preuve, que c'était une voiture, et la gendarmerie, elle, a réussi à trouver, avec plus de moyens, à trouver effectivement la solution. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est qu'on a d'une part beaucoup d'enseignements à tirer de ce cas. C'est l'intérêt des cas qui aboutissent à une explication, ce qu'on appelle les cas de méprise. Ils sont inintéressants au sens que pour la recherche ufologique, ensuite, ils ne peuvent rien apporter sur un phénomène quelconque exotique potentiel. Mais ils apprennent beaucoup de choses qui permettent de faciliter les travaux ultérieurs d'expertise des cas. En l'occurrence ici, on a l'influence au départ, ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas même très importants, exemple Trans-en-Provence, Valençol, etc. On s'aperçoit que le cas, il part de l'influence d'une personne extérieure au témoin ou à la famille, qui elle s'intéresse à l'étrange ou aux ovnis en particulier ou à l'étrange en général, et qui prévient la gendarmerie, prévient la presse et qui déclenche le processus dans lequel les témoins se trouvent ensuite piégés. D'où la fragilité du témoignage humain. Voilà. Donc il y a une personne qui joue extérieure qui joue ce déclencheur, et c'est très fréquemment le cas. Ensuite, on peut apprendre aussi, en regardant bien tout ça, l'interprétation différente d'un même stimulus. C'est-à-dire que là, vous avez plusieurs témoins qui sont au même endroit, qui regardent avec les mêmes moyens d'observation. Vous avez un témoin qui voit la voiture en déposition de gendarmerie. Il a même dit que c'était une CX grise. Il avait raison. Donc il voit pas. Ça veut dire que vous pouvez voir parfaitement aux jumelles ce que c'était. Donc un témoin sur 7 décrit parfaitement
complètement la réalité. 6 témoins sur 7 partent dans une explication complètement exotique. Donc même stimulus, réponse différente. Donc ça montre aussi la fragilité donc de l'interprétation et de l'effet de groupe et de ce qui peut se produire une fois qu'on est parti sur une mauvaise hypothèse. Gilles Minche, il nous reste un quart d'heure pour le deuxième cas que vous allez nous présenter. D'accord, donc je passe sur les autres intérêts de ce cas-là pour passer donc au suivant. Alors le suivant sera plus rapide à raconter parce que c'est plus simple. C'est un cas dont j'ai eu connaissance longtemps après les faits, suite à un appel à témoins pour une histoire d'un bolide qui avait survolé la France le 1er août 96. Et dans les courriers reçus par les témoins m'ont informé avoir fait une observation que j'ai jugée intéressante fin septembre 75. Ah oui, donc ça remonte à loin, effectivement. Ça remonte à loin. Oui. Donc en fait, il s'agit d'un couple de personnes, monsieur et madame G, qui habitent donc dans le haut du village de Langres, de la petite ville de Langres, à la Haute-Marne, et qui, ce vendredi soir, samedi soir, allaient jouer aux cartes, comme c'était leur habitude, chez le frère du monsieur. D'accord. Donc ils se déplacent à pied de leur domicile pour aller quelques centaines de mètres là, chez leur frère. Donc quelques centaines de mètres, d'accord. Voilà. Alors ils arrivent, ils débouchent sur la place principale qui se trouve sur une butte à Langres. Il y a une place qui se trouve juste au sommet d'une butte, c'est une ville fortifiée. Ils arrivent à proximité de cette place et prêts à traverser la route pour aller sur cette place quand ils aperçoivent une lumière assez violente dans le ciel qui semble se rapprocher d'eux. Donc la lumière se rapproche, ils se demandent ce que c'est, se rapproche et la direction de déplacement montre que ça va certainement passer à la verticale approximative de la place. Le monsieur, donc courageux, veut savoir ce qu'il en est, croise la route, monte quelques marches et arrive sur cette place. Sa femme, plus prudente, reste sur le trottoir, là où elle était au départ de l'observation, et ne bouge pas. D'accord. Donc ça fait deux angles différents, là. Voilà. Le phénomène, c'est ce qui est intéressant. Le phénomène s'approche de plus en plus, et plus il s'approche, plus les témoins s'aperçoivent qu'il s'agit en fait d'une masse énorme, que le monsieur va décrire, confirmé par sa femme, va décrire comme un énorme cylindre sombre, de 10 mètres de diamètre, de 30 mètres de long, à l'arrière duquel, sur une dizaine de mètres, le cylindre se poursuit par une zone très lumineuse, très blanche, possible à regarder, mais quand même très très lumineuse, et parsemée de petites étincelles qui font penser aux bâtons qu'on met sur des sapins de Noël. Oui, d'accord. Qui déclenchent plein de petites étincelles. Oui, donc oui, tout à fait. C'est rempli de petites étincelles tout autour de la surface de l'arrière de ce cylindre, quoi, oui. Donc 40 mètres de long. Belle bête, hein. Le monsieur qui se trouve à une dizaine de mètres, presque sous l'engin, qui passe à peu près 30 mètres au-dessus de lui, peut observer la face avant de ce cylindre, qui est pourtant sombre, et observe que c'est une face, un rebord plat sur un tiers du rayon, un petit rebord qui fait tout le tour du cylindre, et à l'intérieur de la zone centrale, une forme bombée, comme un bouclier un peu. Pour un dessin, pour bien l'expliquer. Et à l'intérieur, à la limite entre cette forme bombée et le petit bourrelet, sort une sorte de vapeur blanche qui suit le bord du cylindre, arrive au bord et ensuite longe le cylindre sur toute sa longueur pour se disparaître, noyé dans la lueur qui se trouve derrière. D'accord. Cette vapeur fait penser un peu à ce qu'on trouve quand on prend de l'hélium liquide. D'accord, oui, tout à fait, ouais. Donc des détails très précis et très curieux. Donc un indice d'étrangeté a priori assez élevé, et ce phénomène est à une trentaine de mètres au-dessus de lui, et se déplace, selon lui, à la vitesse d'une bicyclette qui va à bonne allure. Oui, donc lentement pour une espèce d'engin comme ça qui vole, quoi. Pour quelque chose qui est très bas, très énorme, et bien sûr totalement silencieux. Il se trouve qu'à l'extrémité gauche de la place, à sa gauche, il existe il a disparu depuis, un gros silo à grains qui fait une trentaine de mètres de haut. Et le témoin a l'impression que l'engin va percuter le sommet du silo. À cet instant, il a une certaine peur, mais il est trop tard pour reculer. Il ne peut que constater et être soulagé de voir qu'il passera sans rien accrocher. Sa femme, qui est restée sur le trottoir, qui est donc une autre perspective, qui est peut-être une trentaine de mètres derrière, a aussi l'impression que ça va percuter et laisse échapper un cri. Heureusement, ça passe, sans rien toucher, et le témoin est obligé de contourner le silo pour continuer son observation.
alors que sa femme peut voir l'observation en continuité. De là où elle est, d'accord. L'engin continue, silencieusement, s'éloigne, amorce un virage et ça va. Tout disparaît, tout rentre dans l'ordre. D'accord. Voilà les faits. Alors, petit détail particulier, c'est que la lumière à l'arrière, très importante, très puissante, n'éclairait pas du tout vers l'avant. Ça faisait comme une barre lumineuse, hein, un peu comme une cigarette, comme si le mégot, la partie allumée de la cigarette, la braise était à l'arrière, mais blanche, et éclairait violemment. Et donc, au fur et à mesure que l'engin avançait, la place s'éclairait. Et oui, donc, forcément. Il y avait une partie de la nuit, et l'arrière de la place était très éclairée. D'accord. Et la barrière lumineuse, très nette, se déplaçait à la vitesse de l'engin. À un moment donné, le témoin raconte avoir incidemment aperçu un reflet lumineux dans les vitres des maisons qui étaient en face de lui. Il y a toute une série de maisons, un gros bâtiment administratif, et il a vu un reflet dans ces vitres-là. Logique donc. Sans se poser plus de questions que ça. Il n'a pas analysé ce que pouvait signifier ce reflet. Il a constaté le reflet parce que ça lui est revenu dans les yeux. Et donc, aucune explication a priori sur ce cas-là. De plausible et de facile. Alors on peut imaginer, on a imaginé effectivement un certain nombre d'hypothèses, comme un phénomène qui pourrait être à haute altitude, une rentrée atmosphérique, parce qu'on a beaucoup vu dans les enquêtes qu'on a fait sur ce genre d'observation, les bolides, on a trouvé des témoignages qui peuvent aller avoir des distorsions énormes et pouvoir approcher ce genre de description même pour une rentrée atmosphérique d'OVNI, de satellites ou de météores. Dans ce cas-là, cette hypothèse-là est intéressante, mais il y a trois détails à lui opposer. D'une part, on n'a pas trouvé dans la littérature, dans les archives de rentrée atmosphérique constatée à cette date-là. En général, une rentrée atmosphérique de cette ampleur-là laisse beaucoup de témoins. Parce que c'est à haute altitude. Mais je vous avoue que c'est la première fois sur Sud Radio que j'entends un témoignage comme un cas comme celui que vous nous rapportez là. Ah, peut-être. Oui, tout à fait. Oui, je vous le confirme. Oui. Le deuxième point qui rend cette hypothèse de rentrée atmosphérique délicate, c'est que le témoin, lui, est tout près du silo, donc le sommet du silo, il le voit à une hauteur oculaire de 60 degrés environ. Sa femme, qui est plus loin, voit le même hauteur de silo à 30 degrés. De hauteur angulaire. Et tous les deux le voient passer à ras du silo. Autrement dit, si c'était quelque chose à haute altitude, ils ne pourraient pas avoir des hauteurs d'observation angulaire différentes, ils auraient la même. Ils verraient chacun à 60 ou chacun à 30, tous les deux. Exact. S'il y a à 60 et un à 30, c'est qu'ils sont proches du phénomène. Donc ça semble montrer que le phénomène est bien passé à la limite du silo. Et troisième point, c'est le reflet. Si c'était quelque chose à haute altitude, qui serait donc forcément très haut, donc très loin, il ne pourrait pas se refléter dans les maisons, dans les fenêtres qui lui tournent le dos et qui sont à 100 mètres du témoin. Exact. Alors, donc ça veut dire que l'objet était soit à l'arrière du témoin, c'est pas possible, parce qu'il regardait dans une direction, il peut pas avoir quelque chose dans son dos, et il peut pas être au-delà de la maison. Donc ça semblerait montrer que le phénomène est bien devant les maisons et devant le témoin, donc entre le témoin et les maisons. Mais dites-moi, Gilles Munch, quelle est votre conclusion, si tant est qu'on puisse avoir une conclusion face à un cas comme celui-ci? Alors ma conclusion sur ce cas-là serait que c'est un cas très intéressant. Je dis bien serait, parce qu'il manque une chose très importante, et on retombe toujours sur le problème que j'évoquais tout à l'heure. On sait que c'est fin septembre 75. On n'a pas le jour exact. À partir du moment où on n'a pas le jour exact, il y a quantité de vérifications qui tombent. Déjà que on a su le cas 20 ans après, puisqu'on l'a su en 96, quelque chose de 75, donc 21 ans après. Donc quasiment impossibilité de vérifier quantité de détails. Et n'ayant pas le jour précis, c'est d'autant plus difficile. On a retrouvé dans la littérature quelques cas qui feront penser à des possibilités des autres cylindres vus en septembre 75. On en trouve dans la littérature ufologique, mais il est difficile. On a même trouvé un cas qui s'est passé le 12 septembre 75, donc peut-être une semaine, 15 jours avant, peut-être même le même jour, parce que la précision fait qu'on peut douter du jour exact, où un témoin évoque aussi une lumière très blanche, très puissante, avec également cette description qui est quand même rare dans les dossiers ufologiques, de petites étincelles à la manière de bâton de Noël. Mais attendez, bâton de Noël de 40 mètres de long quand même. Oui, non, je dis que le bâton de Noël, c'est les petites étincelles. Tout à fait. Mais le bâton lui-même, lui, il fait 40 mètres. C'est hallucinant quand même. Ah oui, c'est quand même... Donc,
il y aurait ce cas-là, on aurait pu le savoir à l'époque. Pour faire une enquête directement sur place, c'était certainement un cas qui serait, à mon avis, rentré comme un classique, mais qui aurait peut-être, sous réserve qu'on n'ait pas trouvé à l'époque par cette enquête l'explication. Oui, tout à fait. Justement, l'interrogation, c'est aurait-on trouvé une explication plausible si on avait pu à cette époque-là faire les bonnes vérifications. Exact. Donc je reste moi sur un point d'interrogation. Ce dossier reste ouvert, je dirais. Et sans réponse. Mais il me trouble. Ah, complètement. Patrick Ferrin, qu'en pensez-vous en quelques mots? C'est effectivement un cas. C'est troublant, hein? Troublant, oui. Ah oui. Nous, le premier cas est un très beau cas de méprise. Et il faut dire que dans le dossier OVNI, des méprises, il y a pléthore de méprises, évidemment. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup de genres très, très, très divers. Il y a quelques faux également, il faut pas le cacher. Il y a des gens qui s'amusent à faire des témoignages et produire des faux documents, des fausses photographies. Ça, il y en a des livres entiers. C'est évident. Mais parlons de gens qui sont des gens de bonne foi, qui relatent des faits, qui disent avoir observé. Comme celui-ci, par exemple, celui que nous citait Gilles Minch, c'est quand même. Tout à fait, oui. Bon, c'est un cas, effectivement, comme dit Gilles très, très, très justement, face à des cas pareils, et c'est notre attitude aussi, mais on ne peut que laisser le dossier ouvert. On enregistre les faits, on collationne tous les éléments possibles, parce que, encore une fois, Gilles le souligne aussi, si on ignore la date, eh bien on est privé d'une série d'autres éléments qui sont bien utiles, et on ne connaît pas toujours la date exacte d'un événement qui nous est rapporté, et on n'a pas toujours les moyens de faire des recoupements et de vérifier. Donc il y a des tas de paramètres qui manquent, il y a des tas de données, il y a des points d'interrogation, mais en substance, il y a des dossiers comme ça qu'on est obligé de laisser ouverts. C'est quand même, oui. Celui-là est fascinant. Gilles Minch, là, vous m'avez scié, si je peux me permettre. Je pourrais vous faire une petite remarque concernant les méprises. Oui. Effectivement, comme le dit Patrick, fort justement, et tous les ufologues, quelle que soit leur tendance, reconnaissent que sur les cas, c'est même ils commencent souvent leur discours par ça, que la majorité des cas sont des méprises, etc., qu'il y a tant de pourcents, et que quand on a éliminé toutes les méprises, il reste tant pour les uns 5%, pour les autres 10%, etc. Oui. Des chiffres la plupart du temps complètement gratuits, de pourcentage inexpliqués. En fait, tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup de méprises, et quand on regarde paradoxalement la littérature ufologique, on ne voit quasiment pas de cas de méprise bien documentés. C'est-à-dire que les cas bien enquêtés où on peut voir vraiment un travail de fond qui aboutit à une méprise, moi personnellement j'en connais très peu, en dehors de ceux qu'on produit nous-mêmes. Et on voit beaucoup de cas qui parlent de cas fabuleux, de cas très exotiques, avec souvent un manque d'informations, et on voit de temps en temps parler d'une vague méprise, en 2 lignes elle est réglée, et on n'a jamais le détail de ces méprises. Or, on s'aperçoit que dans les méprises, il y en a qui sont très très simples et évidentes. Comme celle de la voiture, en 15 secondes, on a compris. Et d'autres, j'ai des exemples beaucoup plus importants que celui que j'ai pris. Au départ, c'est pas celui-là que je voulais prendre, mais celui que je voulais prendre qui est beaucoup plus intéressant encore et beaucoup trop technique pour pouvoir en parler comme ça. Donc je l'ai éliminé, mais il est beaucoup plus instructif, beaucoup plus pédagogique encore que le premier cas que j'ai pris. Et malheureusement, beaucoup d'ufologues ne comprennent pas que les cas de méprise bien documentés sont très riches d'enseignements. Au contraire, ça évite de refaire les mêmes erreurs. Ils sont capitaux pour pouvoir améliorer les capacités d'expertise et pour pouvoir après aborder les cas plus coriaces avec une bonne approche. Gilles Minch, en tout cas, merci de nous avoir ouvert un petit peu vos archives d'ufologues avertis. Et je vous le propose, si vous avez l'occasion de venir nous revoir, je vous lance l'invitation là ce soir pour une autre émission et venir avec nous encore parler, si vous le voulez bien, dans les Aventuriers de l'étrange, parler d'OVNI, si vous le voulez bien. À vos services. Écoutez, c'est trop gentil, j'en prends bonne note. Patrick Ferrin, même invitation pour vous, une prochaine fois si vous êtes d'accord pour réouvrir ensemble encore le dossier OVNI, parce que j'avoue que j'ai passé, comme ceux et celles qui nous écoutent, j'en suis persuadé, une excellente soirée à vous écouter tous les deux, à nous exposer des cas tout à fait intéressants. Si vous le voulez bien, j'aurai l'occasion de vous réinviter à nouveau. Mais avec grand plaisir, en tout cas merci pour votre invitation. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera donc Gilles Minch et vous, Patrick Ferrin, dans les Aventuriers de l'étrange très prochainement. Merci à tous les deux et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles Minch.
Ah, il est déjà parti. D'accord. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Isilorio Massarini, Soutiena Regina Forso. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous invite évidemment à rester à l'écoute des programmes de Sud Radio tout au long de cette semaine et j'aurai le plaisir en ce qui me concerne de vous retrouver samedi et dimanche prochain. Juste avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, eh bien quelques appels à témoignages. Si vous connaissez une église particulière avec des fresques tout à fait étonnantes ou originales, eh bien cela nous intéresse car nous sommes en train de préparer une émission sur les bâtisseurs de cathédrales et les églises. Est-ce qu'elles recèlent des secrets, des symboles, des informations? Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Si vous êtes allé à Lourdes ou sur la tombe du père Giacomo, vous savez, au cimetière de l'Angèle, si vous avez vécu quelque chose de particulier, votre témoignage nous intéresse également. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées et le résumé de votre témoignage sur notre boîte vocale, les aventuriers de l'étrange, au 0826 300 300, 0826 300 300. Je m'empresse de vous rappeler qu'évidemment, ce numéro de téléphone n'est pas un numéro de téléphone surtaxé, 0826 300 300. Vous pouvez également nous laisser un message par le biais d'internet. Notre mail, c'est étrange au singulier, étrange@sudradio.fr. Merci à Karine qui était au standard, Pierre Massias qui m'a épaulé pour la fabrication de cette émission. Merci à Grégory qui l'a réalisé. Samedi et dimanche prochain, d'autres dossiers concernant les aventuriers de l'étrange. Je vous annonce d'ores et déjà que nous sommes en train de préparer une grosse émission sur la mémoire de l'eau avec les travaux d'un grand docteur, d'un grand chercheur français qui nous a quittés en 2004. Il s'agit de Jacques Benveniste. Nous en parlerons samedi prochain avec notamment la présence d'un prix Nobel de physique qui est à Cambridge et qui a suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux de Jacques Benveniste. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à samedi et dimanche prochain.